Bonjour à tous et merci beaucoup. Je suis très honoré de cette introduction et de votre invitation. Je suis très touché, Bernard, d'être là avec vous tous. Je suis très fier d'être un de tes élèves et c'est avec plaisir que du coup j'aimerais vous parler en fait du lien qu'il y a entre énergie et gestion des risques financiers en fait. Parce que ce que j'ai trouvé formidable dans toute la matinée qu'on a eue, outre la qualité des prestations des intervenants, c'était un peu cette conclusion unanime de dire la science est là, la technique est là, on est capable. Maintenant, il faut qu'on ait des actes politiques qui suivent. Et ces actes politiques, en fait, sont fondés, pour la plupart, sur des conseils économiques, sur des modèles macroéconomiques qui permettent d'orienter nos politiques publiques. C'est pour cette raison, en fait, que je suis passé de la mécatronique à l'énergie à la politique à l'économie aujourd'hui, où je fais ma thèse sur le sujet du lien énergie-environnement, risque financier. En quelques mots, donc je vous passe l'introduction sur le changement climatique, c'est très important, c'est très grave, il faut faire quelque chose. On arrive tout de suite donc à la deuxième phase, parce que comme ça au moins on va pouvoir passer plus de temps sur la partie de plaisir. On a des risques financiers qui ont été identifiés depuis peu, notamment deux types, les risques physiques et les risques carbone, dits carbone en tout cas. Les risques physiques, c'est ceux comme un événement climatique, par exemple les nombreuses sécheresses qu'on a de plus en plus fréquemment aux États-Unis, dans le sud des États-Unis ou au Mexique, qui ne font pas que diminuer la production de blé. Ils ont aussi un impact sur le cours de la bourse du blé, qui se répercute sur plein d'autres actifs. Tout ça, c'est très dérangeant parce que je ne sais pas si vous savez que le système assurantiel tel qu'il existe aujourd'hui au niveau international se réassure entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un bien qui est assuré par un assureur, qui lui-même a une compagnie d'assurance des assureurs, qui elle-même revend les subprimes, pardon, ça m'a échappé, qui revend les actifs pourris que vous avez à d'autres assureurs, et ainsi de suite. Donc en fait, on est dans le méli-mélo qu'on a connu sur le secteur de la construction et du bâtiment aux États-Unis en 2007, un peu sur le même problème au niveau des assurances aujourd'hui. C'est le risque physique. Le risque carbone, c'est douloureux de l'appeler un risque, parce que ça serait le risque qu'il y aurait à changer de modèle. C'est-à-dire, si on restait sur le modèle fossile, on n'a pas d'investissement à apporter. Si on veut passer au renouvelable, on a des investissements à faire. C'est le risque de mitigation. Ces deux risques ont été identifiés par McCarney de la Bank of England il y a 3 ans. Donc ça devient vraiment un sujet très très central de toutes nos grandes institutions, le FMI compris, etc. Dans les risques climatiques qu'on peut identifier, il y en a plein. Le dernier, celui qui nous intéresse, je l'ai mis en rouge, comme ça c'est le risque systémique. C'est-à-dire, en fait, on a identifié plein de risques qu'on a été capable de quantifier, mais il y a un risque d'ensemble du système financier où on a des idées qualitatives, mais on est incapable de le quantifier. Et je ne sais pas si vous mesurez le problème que ça crée. C'est-à-dire, en fait, on a potentiellement une crise systémique financière due au climat qui nous pend au nez, et on est incapable d'avoir un modèle qui nous permet de la mesurer, prédire, éviter. La question, c'est comment ça se fait qu'on n'ait pas de modèle, puisqu'on est normalement tous compétents pour construire des modèles, qu'on n'ait pas de modèle qui soit capable d'éviter ou en tout cas de prévenir la crise. C'est comme ça que j'aurais voulu faire ma présentation, c'est en vous montrant un peu l'état de l'art des modèles qu'on a actuellement et le modèle sur lequel moi j'essaye de travailler avec toute une équipe qui est dirigée par Gaël Giraud, qui est un chef économiste à l'AFD, la Banque de développement française, qui est aussi donc un chercheur senior du CNRS en économie, et qui est un ancien matheux de l'ENS. On a donc des modèles néoclassiques, c'est ceux qu'on utilise actuellement, qui présentent ces problèmes. Comme on n'est pas tous économistes dans la salle, peut-être ces problèmes ne vont pas tous vous parler. Je vais essayer de les vulgariser du mieux que je peux avec mes connaissances actuelles. En fait, on a un problème qui va peut-être tous vous parler, en revanche, c'est que dans les modèles, dans les fonctions de production qu'on utilise actuellement dans nos modèles, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière. C'est-à-dire, pour l'instant, nos fonctions de production se fondent sur le capital et le travail, en faisant totalement abstraction ou, grâce à des ajustements, en intégrant un phénomène vis-à-vis de l'énergie et la matière. C'est très embêtant pour un monde où on a conscience que l'énergie, on en a parlé pendant toute la matinée, est indispensable à la production, prend une part de plus en plus importante, on doit en tenir compte. Dans la plupart des modèles actuels, on n'a pas de monnaie ou alors elle a un effet neutre. On n'a pas non plus, et ça peut vous étonner en tant que mécanicien, on n'a pas non plus de dynamique hors équilibre. C'est-à-dire on travaille sur des modèles dits d'équilibre général. Donc, je ne sais pas comment dire, mais le monde est à l'harmonie, il va vers l'harmonie, voilà.
Je résume grossièrement, hein, je suis navré pour les économistes dans la salle. Hein, mais voilà. Ça, c'est évidemment pas possible. Donc, il nous faut un modèle de déséquilibre, un modèle qui imagine qu'on puisse aller vers un équilibre tragique, ou qu'on soit en tout cas un endroit où il n'y a pas d'équilibre. On a très peu de non-linéarité dans les dynamiques qui sont présumées, donc c'est pareil, c'est très gênant, c'est-à-dire on modélise des phénomènes extrêmement complexes par des approximations linéaires. Et je vais finir très rapidement, notamment, on n'a pas de modèles qui ont su complètement anticiper la crise de 2007. En tout cas, même ceux qui l'ont anticipé considéraient souvent que c'était une mauvaise surprise, un signe noir. Donc ce sont des modèles pour qui la crise la plus importante qu'on ait eue sur le début du millénaire, en fait, est un événement un peu ponctuel et voilà. Ça, c'est pas possible, en fait. Il faut qu'on soit capable d'anticiper ce genre de crise. Et du coup, il nous faut un modèle qui soit adapté. Les modèles qu'on utilise à Bercy pour vous faire un laus, on a Mésange et G, Opale. Ce sont des modèles de dynamique stochastique d'équilibre général. Donc, en fait, ce sont des modèles qui ont ce genre de défauts. Ils ont plein d'améliorations qui font que certains évitent ce genre de défauts. Mais globalement, ils considèrent par essence qu'on va, modulo certains chocs exogènes, vers un équilibre, qui est le bon. Alors, sur le lien entre l'énergie, la matière et le PIB. Ça, c'est le premier point qu'on a vu dans les problèmes qu'avaient les modèles macroéconomiques de nos jours. Ça, c'est monsieur donc, Kaya, qui est un économiste japonais, qui a établi cette équation, qui est brillante. Non mais vraiment, c'est-à-dire en fait il n'y a aucune ironie dans ma voix, c'est-à-dire c'est brillant, il a dit la quantité de CO2 est égale à la quantité de CO2 et par des mathématiques de niveau 3e, on est capable donc en ajoutant, en fait je dis que c'est brillant parce qu'en fait ça parle à tout le monde peut le comprendre, n'importe quel décideur politique peut entendre ce raisonnement. On n'est pas sur des mécanismes de calibration hyper fins. Là je multiplie par la tonne équivalent pétrole fois la tonne équivalent pétrole, je multiplie par le PIB, je divise par le PIB, je multiplie par la population, je divise par la population. Et là, on a un problème. Parce qu'à gauche de l'équation, en fait, je veux diviser par 5, c'est mon engagement en tant qu'État, la quantité de CO2 que j'émets. Donc, il y a des options, voilà. Voilà, bon, on a tous des options. Alors, il y a 4 options. Soit vous divisez la population par 5. C'est évidemment inaudible. Et surtout, vous savez tous que la population mondiale augmente. Donc ça veut dire que ce terme-là augmente. Donc ça veut dire qu'il faut faire encore plus d'efforts sur les termes qui restent. Soit vous divisez par exemple la part de PIB par population. Je ne sais pas si ça vous parle, on parle souvent de pouvoir d'achat. Ce n'est pas non plus très audible. Si on commence à vous dire qu'on va devoir diviser par 5, voire 10, vu l'augmentation de population, votre pouvoir d'achat, ça ne va pas le faire. Du coup, il nous reste 2 options. Il nous reste soit la diminution en fait, de la part de tonnes équivalent pétrole sur le PIB, c'est donc l'intensité énergétique de votre économie, soit de diminuer la quantité d'émissions CO2 par tonne équivalent pétrole, c'est-à-dire en fait le rejet de carbone, la fossilité de votre énergie. Donc en fait, cette équation toute bête que tout le monde peut comprendre, elle permet de voir très très rapidement qu'il faut soit faire de la sobriété énergétique, soit de l'efficacité énergétique. Et c'est des maths de 3e. Donc c'est audible par n'importe quel décideur. C'est ce qu'on essaye de populariser avec mon groupe de recherche à l'AFD. On parle souvent, quand on parle du PIB, du fait qu'on n'intègre pas l'énergie, parce qu'en fait l'énergie est découplée par rapport au PIB. Et du coup, on s'est amusé à prendre les quantités de consommation d'énergie en mégatonnes équivalent pétrole et les différentes valeurs de PIB qu'on peut trouver. Et en fait, on obtient une droite. Donc le lien entre l'énergie et le PIB, il est là. C'est qu'en fait, le PIB est directement corrélé à la consommation énergétique. Je parle bien de la consommation énergétique. Du coup, ça rend très, très étrange tous les discours qu'on entend sur la croissance économique et la croissance du PIB, parce que la croissance du PIB serait donc antinomique avec la diminution de la quantité d'énergie consommée. Ces études, c'est British Petroleum, par exemple. Alors celle-là, je crois que... Ah, vous la voyez bien ? Ok.
celle-là, c'est une autre image qui est très intéressante, c'est donc la croissance du PIB par rapport à la croissance de la consommation. On essaye de voir que la croissance du PIB et la croissance de la consommation ne sont pas corrélées. Bon, là, elles sont corrélées à 60%, donc ça veut dire que l'énergie a au moins une part de 60% dans la croissance du PIB. Donc toutes les fonctions de production qu'on utilise dans lesquelles il n'y a que du capital et du travail, s'il n'y a pas d'énergie, c'est qu'on perd 60% des infos. La matière, ça compte. Voilà, c'est plus rigolo comme jeu de mots en anglais. Mais, pardon. Sur ces graphiques, en fait, on voit l'explosion de notre consommation de matière et on mesure que le problème ne va pas seulement être énergétique, il va aussi être dans la quantité de ressources qu'on a à notre disposition. Je pense notamment au cuivre, au zinc, aux terres rares dont on entend beaucoup parler pour les voitures électriques, pour les panneaux solaires, etc. Donc il faut qu'on ait une gestion de nos ressources beaucoup plus fine que ce qu'on a actuellement, qui consiste dans la pure et simple extraction, consommation. Donc ça, c'était la première partie, c'était sur le fait qu'on avait l'énergie qui est complètement connectée à notre croissance du PIB, en fait. Donc on ne peut pas faire semblant que les deux ne sont pas liés. Maintenant, il y a un autre truc sur lequel on fait beaucoup semblant, c'est les boucles de rétroaction climat. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on utilise des boucles de rétroaction climat qui sont extrêmement simplistes. Aucune offense dans mes propos là-dedans, mais c'est juste, ce sont des modèles d'ordre 1. Donc on a par exemple, je vous le montre tout de suite, la courbe de Nordhaus du modèle DICE, qui est le modèle le plus utilisé actuellement dans les rapports du GIEC, du FMI, de toutes nos grandes institutions financières. C'est un modèle, donc pardon, d'ordre 2, excusez-moi, en T carré. Il y a une autre fonction qui a été introduite par Weizmann et dite Stern un peu plus tard, avec une température. Je vous ai mis les petites notes pour que vous retrouviez le PowerPoint pour savoir comment est-ce qu'on trouve ces calibrations-là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la forme de ces courbes l'une par rapport à l'autre. On ne voit pas bien à l'œil comme ça que il vaudrait mieux utiliser l'une que l'autre. Mais en fait, si on les regarde, la courbe en bas, bleue, c'est Nordhaus, c'est celle qu'on utilise actuellement. C'est la part de dommages que peut créer le climat sur notre économie. Et la rouge, c'est l'autre équation. Pardon. Et elles sont radicalement et profondément différentes, en fait. Et c'est très gênant, parce que ça veut dire que dans votre modèle économique, selon celle que vous avez choisie, vous allez ou non avoir un impact négligeable du climat sur votre économie. C'est grâce à ce genre de représentation, donc d'artifice, qu'on peut trouver des conclusions aussi énormes entre des scénarios, en fait, de politique économique à adopter. Sur l'impact du poids, je suis passé très vite, l'impact du climat sur notre économie, je vous ai mis quelques chiffres, en fait. Évidemment, l'impact, il est plutôt sur les pays en développement. Donc ça, c'est une analyse du CRIS, en fait. C'est un organisme par Carbone 4 qui est en train d'évaluer justement les risques financiers, en tout cas quantifier les risques climatiques. Voilà, donc il y en a 3. Il y en a en Thaïlande, par exemple, on s'est amusé à calculer le nombre de voitures qui n'avaient pas pu être produites dues à une inondation. Ça peut être une manière de quantifier ça, c'est un peu cynique. Voilà, ça fait une énorme contre-réaction sur le système. Maintenant, la dette privée, donc dans les modèles macroéconomiques néoclassiques, pour la plupart en tout cas, on n'a pas de dette privée, notamment à cause du fait que, je ne sais pas si vous savez, qu'on considère un agent homogène, unique, en fait, qui fait que du coup, il ne peut pas avoir de dette vis-à-vis de lui-même. Donc on a des artifices pour introduire de la dette, ça existe, mais on se retrouve sans dette privée à l'intérieur d'un modèle où la dette, en fait, fait partie quand même de notre quotidien médiatique, on va dire. Et ça, c'est donc le lien qu'il y a entre la dette et le chômage. Donc pour des politiques qui viseraient le travail, on voit bien qu'il faut agir sur la dette. Donc en fait, il faut créer un modèle dans lequel il y a du climat, il y a de l'énergie, il y a de la dette. Ça, c'est toujours... désolé. Dans l'état de l'art de la modélisation macro, on a donc deux hypothèses sur la demande agrégée et sur les anticipations rationnelles. On considère que les agents qui sont dans notre modèle forment des anticipations qui sont rationnelles. C'est-à-dire, en fait, ils sont capables de déterminer à tout temps leur profil de maximisation idéal. C'est une hypothèse extrêmement forte qui a plein d'implications qui sont désastreuses, et notamment on démontre qu'en fait cette hypothèse crée de l'instabilité structurelle dans les modèles où on se saisit de cette hypothèse. Je ne sais pas si vous mesurez le problème, mais c'est-à-dire qu'en fait, on construit des modèles avec cette hypothèse, or cette hypothèse rend le modèle instable. Mais comme on est à l'équilibre en statique, on ne le voit pas. Donc en fait, fondamentalement, on se sert de trajectoires qui sont instables. Ça a été démontré en 69, donc voilà, c'est pas toute première jeunesse, mais on continue à utiliser les anticipations rationnelles et à les enseigner. Ça, c'est un autre truc, c'est donc la demande agrégée.
Il y a parfois certains, donc des économistes qui utilisent les micro-fondations des modèles macro. C'est-à-dire, en fait, ils vont construire leur modèle macroéconomique sur le comportement des usagers, donc la microéconomie. Et en maths, nous, on sait que le tout n'est pas la somme des parties. On sait qu'en physique, on a des phénomènes d'émergence. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas juste sommer tous les atomes pour avoir le comportement macro d'un fluide. C'est exactement ce qu'ont démontré Sonnenschein, Mantel, Debreu en 1975, en fait. C'est qu'on ne pouvait pas avoir aucune idée du modèle macroéconomique en se fondant sur les modèles microéconomiques. Ça, c'est terrible parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a tout un pan de l'économie qui tombe et qu'on continue à utiliser, par exemple, au FMI. Du coup, pour prédire la crise, on a quelques petits soucis. Alors, on a eu donc des retours d'expérience qui sont très intéressants. Donc, Olivier Blanchard, qui a été président du FMI juste avant la crise, et qui dit, bon, il y a peut-être quelques défauts dans nos modèles. C'est un euphémisme. On a Romer, qui dit que depuis 30 ans, peut-être qu'on fait des recherches qui vont dans le mauvais sens. On a Kocher-Lakota, qui nous dit qu'on a mis en place tout un ensemble de théories économiques qui étaient vraies à une certaine période et qui, du coup, maintenant, qu'il faut rebâtir parce qu'elles ne sont plus actuelles, en fait. On a notamment, nous, on entend beaucoup de conférences sur les big data, etc., sur toutes les révolutions industrielles qu'on a eues, qui sont très difficiles à prendre en compte dans les modèles classiques de l'économie, en fait. Du coup, ça, par exemple, c'est les prédictions pour la Grèce de la reprise du PIB. Donc, en pointillé, c'était les prédictions, en tiré, c'est la réalité. Tous les modèles qu'on utilise actuellement n'ont pas plus que 2 ans de validité. C'est-à-dire, on construit un modèle, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, on le dimensionne, on le calibre, et une fois qu'on l'a, on s'en sert, et au bout de 2 ans, il n'est plus valide. Donc, il faut remettre en cause notre façon de concevoir les modèles. Ça, c'est par exemple le lien qu'il y a entre l'emploi et la croissance économique. Comme vous le voyez, c'est évident, le R carré est de 0,08. Donc la croissance économique apporte l'emploi, il faut faire de la croissance économique. Voilà. C'est une corrélation sur Excel. Hein. C'est pas... Du coup, on a monté, enfin pas moi, mais l'équipe et Gaël Giraud ont monté avec l'AFD un programme de recherche qui s'appelle GEM, qui a quelques intuitions, donc notamment le fait qu'il faudra qu'on ait des modèles macroéconomiques pour la suite qui utilisent des dynamiques non linéaires et pas juste des dynamiques linéaires. Il faut que ce soit stock flow consistant. Pour ceux qui n'utilisent pas ce mot, ça veut dire qu'il doit y avoir un équilibre comptable. C'est-à-dire rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Là, à l'heure actuelle, on n'a pas, la plupart des modèles macroéconomiques qu'on utilise ne sont pas stock flow consistants. Ils ne respectent pas cette condition de base qui est qu'on ne peut pas avoir d'un seul coup de l'argent qui apparaît. On va avoir un modèle multisectoriel avec de la monnaie à l'intérieur. L'approche qui est utilisée, qui est très contestable et très contestée, c'est l'approche Goodwin-King, qui se base sur une logique proie-prédateur entre nos ressources et nos besoins. Dans ce modèle, on peut avoir du sous-emploi de masse, on peut avoir des crises financières, et on a donc de la dette privée, et on peut analyser des boucles de rétroaction climat de plus en plus dures. On obtient plein de scénarios, et notamment des scénarios de déséquilibre, pas juste des scénarios d'équilibre. Ça, c'est, si vous voulez voir tout ce qu'on fait, en fait, c'est toutes les différentes parties. Moi, je m'occupe de celles qui sont sur les adaptations, sur les prix, sur les inégalités et sur le gouvernement. Ça, c'est la Stock Flow Consistency. C'est donc une matrice dans laquelle on doit retrouver tous les éléments partout. C'est une écriture comptable. On a quelques critiques. On utilise encore une loi de C qui dit que tous les profits et tous les salaires sont réinvestis. C'est très fort comme hypothèse. Il faut qu'on la relâche. On est en train. On a un modèle de croissance exogène, donc c'est-à-dire on a des paramètres ça c'est splendide. En fait, la productivité du travail, on se base sur des données dont la façon dont elles sont calculées sont très contestables. On utilise un chiffre en fait qui paramètre l'ensemble de notre modèle de croissance, en fait. C'est terrible parce que je suis en train, moi, de faire de la robustesse sur ces modèles et on se rend compte que ça introduit près de 80% des défauts. Donc, en fait, on a des erreurs d'ordre 2 sur le résultat qu'on attendait parce qu'on a eu à un moment donné un facteur qu'on a considéré comme vrai et qui est un paramètre, en fait, non vérifié, non vérifiable. Donc, c'est très, très gênant. C'est la croissance exogène. C'est utilisé dans tous les modèles qu'on a actuellement. Du coup, on construit un modèle, donc... ça, ce sont les hypothèses de base du modèle. On est encore sur un modèle où il n'y a que la capital et que le travail. On a des courbes de Phillips pour le lien entre l'emploi et les salaires. Ça vous parlera peut-être pas, mais les résultats, c'est qu'on obtient 3 équations.
avec le salaire, la part des salaires, la part d'emploi, la dette, et ça, on est capable de le résoudre et d'obtenir différents équilibres dessus. On trouve 4 équilibres. C'est ce que je voulais vous montrer. On a un bon équilibre dans lequel la société reçoit un salaire, il y a du travail et il y a un peu de dette. C'est le bon équilibre, c'est celui qui correspond en économie à l'équilibre dit de Solow. C'est l'équilibre sur lequel sont tous les autres modèles, en fait. Et ils n'ont connaissance que de cet équilibre-là. Ils n'ont pas connaissance des autres. Il y en a un autre qui est l'équilibre où on n'aurait pas de salaire, du travail et de la dette. C'est donc de l'esclavage. C'est un équilibre qui n'a pas de sens économique et qui, heureusement, est structurellement instable. Et puis, parce que vous rigolez et que je ne veux pas vous inquiéter, il y a un autre équilibre qui est stable, qui est un équilibre dans lequel il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de travail, mais il y a une dette infinie. Et pour info, la trajectoire sur laquelle on se situe actuellement, c'est celui-là. Et en fait, c'est un modèle qui a été pour la première fois élaboré par Meadows en 1952 avec le Club de Rome, qui a été très contesté parce qu'il n'avait pas d'économie, de système économique à l'intérieur. C'était juste un modèle ressources, stock de pollution, très intéressant que je vous invite à retrouver. Vous pouvez tous tester chez vous le World 3, voilà, qui est donc un modèle qui est en ligne, disponible, qui vous permet de voir à quel moment il y a un collapse de votre PIB, de votre population, selon certaines hypothèses de consommation de ressources et de pollution. Ce modèle, comme il n'était pas économique, il a été complètement sorti des scopes. Nous, en fait, on remet de l'économie dedans, on retrouve les mêmes résultats, et ce qui est formidable et tragique, c'est que depuis que ce modèle a été oublié, 30 ans se sont écoulés. Donc on a 30 ans de backtesting, et les chiffres qu'obtient ce modèle sont vérifiés sur 30 ans. Donc cette trajectoire néfaste, abominable, etc., en fait, c'est celle vers laquelle on est dirigé. Parce que ces équilibres ont des bassins d'attraction. En mécatro, on a tous fait ça en asservissement, on est capable de les calculer. C'est mon travail. Et donc je calcule la taille du bassin d'attraction, sa forme, et comment passer d'un bassin d'attraction du mauvais équilibre à un bassin d'attraction du bon équilibre. Par l'action gouvernementale, par exemple, par la norme, par le droit, par des actions économiques fortes, des investissements, la garantie publique de l'État sur des investissements verts ou la rénovation thermique des bâtiments. Enfin, il y a plein de solutions, en fait, pour passer d'un équilibre à l'autre, pour éviter que notre trajectoire nous emmène dans le mauvais équilibre. Voilà, pour la blague, ça c'est le bon équilibre. Voilà, c'est très beau parce qu'il y a des couleurs en fait, et moi j'adore. Donc en fait on part du point qui est tout en bas, où on a un peu de dette, un peu de salaire, un peu de travail, et on voit qu'on fait des cycles. Alors on parle de cycle économique d'ailleurs actuellement, et ces cycles convergent vers un bon équilibre. Donc on aurait envie que ce soit ça notre trajectoire, parce qu'on arrive à une trajectoire où la dette est très faible en fait. Et la réalité, c'est plutôt ça. Donc c'est vraiment en fait la dette qui explose d'un coup avec de l'emploi nul, du salaire nul. Évidemment, je vous rassure tout de suite, ce que je viens de faire là tout à l'heure entre midi et 2, c'est de voir que peut-être cet équilibre n'est pas atteignable parce que la vitesse des échanges tend vers zéro quand on se rapproche de cet équilibre. Donc un peu comme dans un phénomène de trou noir, au plus on s'approche de l'horizon des événements, au moins on y va vite. Et donc en fait, c'est vachement bien. On est dans cette situation ad vitam et on s'en approche de plus en plus lentement. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Hein, mais... Quelques takeaways, du coup, pour résumer ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de développer un modèle à la Banque de développement française qui, du coup, pourra contester des modèles au FMI, contester des modèles de Bercy ou faire une conjonction avec eux. Pour des modèles dans lesquels il y a du déséquilibre, des modèles dans lesquels on peut étudier la stabilité locale de ces équilibres, les bassins d'attraction, et dans lesquels on peut introduire du gouvernement, de l'énergie, de la matière, du climat, ce qui devrait faire la base de notre modèle et la stock flow consistency, c'est-à-dire des équilibres comptables. Voilà, on a des bifurcations, ça c'est de Andropov, il y a des matheux dans la salle, oui. Voilà. La robustesse, c'est ce que je suis en train de faire, je vais finir du coup sur ça. On essaye donc de voir la robustesse de notre modèle en testant donc la variabilité de ces paramètres et l'impact de cette incertitude sur notre sortie. Et après, l'objectif, moi, c'est de créer ce métamodèle et de faire ce que j'ai appris avec M. Dumont. J'attrape le modèle, je le secoue et je vois s'il casse. Voilà. C'est de la robustesse. Pour finir, du coup, voilà,
Mon objectif, c'est d'introduire les boucles de rétroaction climat, les inégalités, parce que ça reste un sujet qui n'est pas traité pour l'instant. Et surtout, je ne sais pas si vous avez eu cette vision dans ma présentation, mais c'est celle que j'aurais aimé vous donner, c'est qu'en fait, on est un peu en économie au même point que ce qu'on a connu en physique quand on s'est rendu compte que l'espace-temps était peut-être connecté et courbe, et qu'il était courbé par l'attraction gravitationnelle. C'est qu'en fait, on se rend compte que notre système économique suit des trajectoires qui ne sont pas linéaires, qui sont courbées par les phénomènes économiques. Et il y a des phénomènes économiques qui sont des attractions vers des mauvais équilibres, celui vers lequel on tend, et des bons équilibres sans doute quelque part, qu'il faut réussir à atteindre par l'action gouvernementale. Ouais, je vous remercie pour votre attention.